Et c'est la suite de nos 24 émissions consacrées à l'expatriation dans 24 villes du monde, direction le Brésil maintenant, plus précisément un focus sur Belo Horizonte, 2,5 millions d'habitants, capitale de l'État, je vais y arriver, du Minas Gerais. Voilà, il a fallu que je m'entraîne un peu. Minas Gerais, c'est un État dans le sud-est du pays, le 3e État du Brésil, une ville moderne, nouvelle, qui vit aujourd'hui d'ailleurs un foisonnement de start-up ces dernières années. On parle là-bas de San Pedro Valley. On en parle avec nos 3 invités. D'abord, Charles-Henri Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé, président des CCE Amérique latine et Caraïbes, et vous avez précisément un cabinet d'avocats à Belo Horizonte. Florence Poznanski, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère consulaire, chef du bureau au Brésil d'Internet sans frontières. On pourra en dire 2 mots tout à l'heure. Vous êtes sur place depuis 5 ans. Et Denis Aronsard, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes consultant pour Berlitz et votre travail, c'est précisément de préparer des Français qui voudraient s'expatrier au Brésil et notamment à Belo Horizonte. Et puis on retrouve d'abord, pour commencer cette émission, le consul général de France à Rio de Janeiro, Brice Roquefeuille. Merci d'être avec nous. Bonjour, vous m'entendez bien. Quel est l'état de la présence française dans l'état du Minas Gerais et à Belo Horizonte? Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux que vous ayez choisi le Minas Gerais comme exemple, parce que le Brésil ne se résume pas à Rio et São Paulo, et le Minas Gerais c'est un État très important pour la présence française. C'est un peu, je dirais, un réservoir de croissance pour la présence française au Brésil. Le Minas Gerais c'est plus grand que la France, hein, donc c'est un État immense, c'est un État riche en minerais, et c'est un État qui a engagé une reconversion industrielle vers, comme vous l'avez dit, donc les secteurs des nouvelles technologies. On a une présence française forte au Minas Gerais, avec des entreprises qui sont anciennement établies, Saint-Gobain, Lafarge, Vallourec. Par exemple, Vallourec a 2 grandes usines près de Belo Horizonte et réalise 1/3 de son chiffre d'affaires mondial au Minas Gerais. On a d'autres entreprises qui ont réalisé récemment des investissements. Ainsi, par exemple, qui a racheté donc une entreprise de turbines, Danone qui va procéder à de nouveaux investissements, Lafarge qui a ouvert une grande cimenterie au Brésil, donc Minas Gerais. Donc voilà, une présence multiforme qui se développe. Et c'est une présence qui se développe, qui est en évolution positive? Oui, il y a une dynamique incontestablement de développement des investissements. Qui est grande, et aussi des petites et moyennes entreprises qui tentent l'aventure du Minas Gerais. Je dirais que nous, parfois, on conseille aux entreprises qui veulent s'établir au Brésil, aux petites entreprises qui veulent s'établir au Brésil, de commencer, le cas échéant, par le Minas Gerais, parce que c'est un État qui a mis en place des conditions assez favorables aux investissements, et par rapport à un marché plus saturé à Rio ou São Paulo, le Minas Gerais peut offrir des opportunités intéressantes pour une entreprise française qui veut s'installer au Brésil. Alors on va développer tout ça, juste encore un mot, parce que la liaison n'est pas forcément parfaite. Quel est le profil des Français qui s'implantent dans l'état du Minas Gerais? Alors on a différents types de compatriotes. Il y a d'abord une communauté étudiante importante. Minas Gerais c'est aussi un grand centre universitaire, donc c'est un État qui accueille pas mal d'étudiants français qui vont dans les grandes universités fédérales faire un master au Brésil. On a aussi une communauté d'entrepreneurs, donc que ce soit des salariés des grandes entreprises françaises, Danone, Engie, Vallourec, installés au Minas Gerais, aussi des entrepreneurs de petites entreprises dans les secteurs des services, de l'hôtellerie, des nouvelles technologies, pas mal d'ingénieurs qui sont installés Minas Gerais. Puis on a aussi une communauté plus âgée de retraités ou de Français qui ont fait leur vie au Brésil, qui en général parfois sont professionnels ou ont un compte brésilien et qui ont choisi de s'installer à Belo Horizonte. Merci beaucoup Brice Roquefeuille d'avoir été en liaison avec nous depuis le Brésil. On va donc évidemment développer tous ces points avec nos 3 invités en plateau, et on commence par parler d'un problème qui se posera évidemment à la plupart et à tous, même les Français qui voudront aller s'installer au Brésil. La question des visas, comment
en obtenir facilement? La réponse avec Camille Guyonnet, elle est consultante chez Karl Waïd Avocat. Les règles en matière d'immigration brésilienne ont connu de nombreux assouplissements ces dernières années. Le Brésil a notamment mis en place la dématérialisation des procédures de demande d'autorisation de travail afin de faciliter les demandes. Un décret publié en mai 2016 vient assouplir et clarifier les règles en matière de changement de statut et de changement d'employeur. Une résolution normative devrait venir apporter de plus amples informations à ce sujet. Les ressortissants français désirant se rendre au Brésil avec leur passeport pour des séjours d'affaires ou touristiques, sans y percevoir de rémunération de source brésilienne et sans intention de s'établir durablement sur le territoire brésilien, sont exemptés de visa court séjour pour une durée maximum de 90 jours par période de 180 jours. Ceci s'applique également aux ressortissants de l'Union européenne. Il existe deux principales catégories de visas de travail au Brésil. Dans un premier temps, le visa de travail temporaire, appelé Vitem 5. Il est accordé à certaines catégories de personnes souhaitant exercer au Brésil une activité rémunérée sur la base d'un contrat de travail brésilien. Ce type de visa est notamment accordé dans le cadre d'une expatriation, d'un transfert intragroupe ou d'une prestation de service. La deuxième catégorie de visa est la catégorie de visa de travail permanent, appelé VIPER. Ce visa de travail permanent est octroyé notamment pour les personnes nommées à un poste de direction ou d'administration, mais également pour les investisseurs. Pour un poste de dirigeant, personne morale, la société doit apporter la preuve d'un plan d'investissement d'au moins 175 000 € ou un plan d'investissement de 45 000 € accompagné d'un plan d'embauche de 10 personnes de nationalité brésilienne. Pour un investisseur personne physique, le montant de l'investissement doit être au moins égal à 145 000 €. Ceci étant dit, les autorités acceptent des investissements entre 45 000 et 145 000 € si les activités concernent l'innovation, la technologie et la recherche scientifique et technologique. Alors sur la question des visas, Charles-Henri Chenu, vous avez des précisions à ajouter ? Oui, enfin Camille a été extrêmement précise, peut-être dans la pratique qu'on rencontre tous les jours. On est quand même face à une bureaucratie brésilienne assez lourde. Alors les textes disent entre 45 et 90 jours pour obtenir un visa. Ça n'était pas tout à fait exact. Le point positif, c'est que le gouvernement a pris conscience des retards qui étaient pris dans la délivrance de ces visas lorsqu'ils sont déposés au ministère de l'Immigration et pas au consulat à Paris, enfin au consulat du Brésil en France. Il faut simplement noter qu'il y a eu une numérisation de ces visas qui facilitent leur délivrance et sont plus rapides. Un autre point qu'a soulevé Camille dans sa présentation, on parle peut-être pas en euros, mais peut-être en reais. Il y a eu une augmentation importante des visas investisseurs, des visas personnels, qui sont des visas permanents. On est passé de 150 000 reais à 500 000 reais. Le Brésil ouvrant les portes très largement lorsque vous avez un projet économique et commercial à hauteur d'un investissement de 500 000 reais. Ça, c'est l'investissement minimum qu'il faut faire. Voilà, donc on est passé de 150 000 à 500 000. Donc c'est important, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc ça a réfréné pas mal d'aventuriers au Brésil. Je pense que c'est mieux pour l'économie brésilienne d'avoir une immigration un peu plus cadrée économiquement. Florence Poznanski, c'est important de s'y prendre bien à l'avance sur cette question des visas avant de partir. Oui, alors effectivement, il y a ce processus de dématérialisation qui facilite les choses. Le Brésil est un État très bureaucratique, donc on s'attend toujours à un obstacle, là, pas forcément où on l'a pas. Après, sur la question des visas de travail, c'est vrai que c'est important de dire aussi que c'est pas très facile non plus, parce que il existe un marché du travail intense au Brésil. Donc, lorsque vous êtes étranger, vous êtes obligé de montrer votre plus-value, et puis c'est une démarche importante de la part de l'employeur d'organiser ce visa. Donc, il faut qu'il vous veuille vraiment, quoi. Il faut que vous puissiez faire la différence, et c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes choisissent du coup l'idée de monter une start-up ou d'organiser, de pouvoir créer quelque chose. Et là, effectivement, cette exigence du Brésil qui en fait est bonne pour le Brésil puisqu'il permet de construire des investissements durables qui peuvent d'ailleurs beaucoup garantir la production. Enfin, c'est-à-dire, il y a l'idée aussi de stimuler l'emploi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Juste à noter peut-être un élément intéressant, il y a une loi sur la migration qui est en passe d'être votée au Sénat et adoptée et qui va mettre en place un processus d'amnistie
Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi qui vivent de façon irrégulière au Brésil. Et l'amnistie va accorder un visa permanent à tous les Français, et donc évidemment les ensembles des étrangers, résidant sur place, pour leur permettre de continuer à vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour des raisons diverses et variées, se sont trouvées à un moment donné dans une impasse par rapport à la légalité. Denis Ronsard, sur la question des visas, vous donnez un conseil bien précis aux personnes qui viennent vous interroger. Oui, le conseil, c'est de dire que le visa est accordé à celui qui a un contrat de travail dans le couple. Et souvent, l'autre personne qui accompagne l'expatrié travaillant n'a pas possibilité d'obtenir un visa. Donc c'est souvent un problème pour le couple, la personne doit arrêter sa carrière en France pour pouvoir se transporter au Brésil. Alors ça, il faut le savoir. Nous sommes encore en ligne avec Brice Roquefeuille qui souhaiterait intervenir sur ce sujet. Oui, pour vous signaler, donc il y a un accord qui avait été signé, qui est un accord sur les visas études travail et qui devrait être bientôt ratifié par le Parlement brésilien et qui permettra donc à l'issue d'études au Brésil de convertir le séjour d'études en permis de travail au Brésil sous certaines conditions. Donc ça va faciliter pas mal l'installation de jeunes Français qui auraient fait des études au Brésil. La situation évolue. Merci beaucoup. On continue cette émission. On se retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous. C'est la suite de cette émission consacrée à l'état du Minas Gerais, la ville de Belo Horizonte au Brésil, un état du sud-est du pays. L'économie brésilienne est en crise, on le sait. C'est un moment propice pour investir, précisément, Charles-Henri Chenu. Alors c'est compliqué parce que l'économie brésilienne en tant que telle est beaucoup moins porteuse qu'il y a quelques années. Il faut être beaucoup plus saillant dans son projet professionnel. Avant, on y allait un peu au doigt mouillé, plantant son drapeau sur la terre brésilienne et regardant dans quel sens celui-ci flottait pour faire florès de ses activités. Tout ça a complètement disparu. Aujourd'hui, on a quand même des investissements directs étrangers français qui ont passablement chuté, mais il reste, et notamment au Minas Gerais, des poches d'activité, des secteurs d'activité, des niches qui restent et demeurent extrêmement porteuses. Donc oui, le Brésil est encore une terre d'accueil, mais il faut beaucoup mieux cibler son implantation et son projet professionnel. Alors on va parler des secteurs porteurs, Florence Poznanski. Sur la question de l'investissement, quelque chose que vous vouliez ajouter? Non, ça c'était plutôt par rapport aux relations entre l'État du Minas et la France. Il existe un partenariat important entre l'État du Minas et la région Nord-Pas-de-Calais, qui est aujourd'hui la région Hauts-de-France, notamment sur la question de la transition d'un passé industriel avec la question des développements durables. Ouais. Et c'est un partenariat qui marche beaucoup, avec beaucoup d'investissements, donc ça c'est intéressant d'en parler et de le mentionner. Après, sur la question des investissements en général, là j'ai quelques données. Par exemple, on a encore un investissement annuel de l'année dernière de 35 milliards en termes de stock d'investissement des entreprises françaises. Donc, effectivement, la crise est en train de passer, mais on a une dimension beaucoup plus de long terme qui est sur justement les secteurs de l'environnement, les secteurs de ramassement des déchets, des énergies renouvelables, où là, du côté de la France, on a énormément apporté, sans parler bien sûr de tout ce qui est culture, gastronomie et le commerce de luxe qui, ça, ne connaît pas la crise en fait. Donc ça, c'est le secteur porteur pour les Français là-bas. Ouais. Il y a aussi le secteur des technologies, voilà, peut-être exactement, Denis Ronsard. Oui, surtout dans le Minas Gerais, où il y a un développement très fort sur ce domaine. Je crois que Google a installé un centre de recherche dans le Minas Gerais, ce qui est quand même une preuve que c'est un lieu favorable à ce genre d'entreprise. Mais comme le disait Charles-Henri, on ne va pas au Brésil sur un coup de dé, sans réfléchir. Ça doit toujours être un projet à long terme, que ce soit maintenant ou demain. Et il faut également avoir les reins solides, puisque le financement, et c'est une des causes du ralentissement économique brésilien, le financement des entreprises a été complètement arrêté, si on peut dire, l'année dernière, ce qui fait qu'un investisseur qui va au Brésil doit avoir ses propres ressources financières.
Alors on a parlé aussi, on a évoqué tout à l'heure la question de la complexité administrative. Je crois que c'est vous, Laurence Momanski, qui l'avez évoqué. C'est un vrai sujet, il y a beaucoup de complexité. On peut ajouter un mot aussi sur la fiscalité qui peut être très importante pour les entreprises françaises qui veulent exporter depuis le Brésil éventuellement. Donc d'abord sur la complexité administrative. Bah oui, c'est-à-dire qu'on est dans un État historiquement bureaucratique qui a un rapport avec son service public qui n'est pas aussi performant qu'on l'a en France. En France aussi, c'est un État bureaucratique, mais qui a beaucoup modernisé tout son rapport. Alors, il y a des grandes avancées sur la question de la transparence de l'action publique, mais effectivement, on est toujours dans une circonstance où on ne sait jamais à quoi s'attendre et il est possible qu'on se trouve face à un obstacle avec un grand retard parfois sur des procédures. Ça, effectivement, c'est important de se le préparer. C'est un pays compliqué administrativement, Denis Avançard ? Oui, ça l'a toujours été. Je pense que c'est le résidu de plusieurs siècles de pouvoir central au Brésil. Et c'est un vrai millefeuille. Les lois s'entassent, et en particulier les lois fiscales. Et en plus, il y a trois niveaux de taxation au Brésil. Un niveau fédéral, un niveau d'État, et puis un niveau municipal. Mm-hmm. Donc, si on s'installe au Brésil, il faut venir voir tout de suite son avocat fiscaliste pour savoir dans quel lieu s'implanter. Il faut vraiment être conseillé. Et donc, la taxation, le taux de taxation est important. Alors, pour les expatriés, il est beaucoup plus important qu'en France. Il y a très peu de déductions à faire sur sa fiche d'impôt. Donc, il faut le savoir. Mais généralement, les entreprises compensent cette différence. Il y a également des barrières douanières très, très élevées au Brésil, qui fait qu'il n'est pas viable généralement d'exporter des produits fabriqués en Europe vers le Brésil. Il y a peu de marché pour ça. C'est trop cher de faire venir des produits français au Brésil ? Ah oui. Simplement pour revenir sur la bureaucratie, là aussi il y a une avancée. C'est extrêmement compliqué. Le Brésil, ça se mérite. Donc c'est une entreprise l'entreprise individuelle doit s'inscrire dans le temps. Ce sont des larmes et du sang, mais on y arrive. Mais c'est long et donc ça coûte. Sur les barrières douanières, elles sont extrêmement fortes, mais c'est une politique très claire de la part du gouvernement brésilien de dire si vous voulez travailler avec nous, il faut vous implanter au Brésil. Ouais. Donc l'implantation est quasiment obligatoire, non pas dans la règle de droit, mais dans la stratégie commerciale à terme. Donc il faut s'implanter, et notamment de manière indirecte par ces barrières douanières. Et ça fonctionne ? Ça attire les entreprises du coup ? Alors, ça les bloque. Ça réfrène tous les produits qui ne peuvent pas être fabriqués en tout ou partie au Brésil. L'industrie de luxe, les vins et champagne. Chandon est un exemple très illustratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moitié Chandon importé, ou il y en a un peu, mais le Chandon est produit au Brésil. Donc vous avez dans l'industrie qui est de pointe, la plupart du temps, non pas des exportations, mais de la fabrication en local. Mais là encore, une fois, c'est une politique avérée de la part du gouvernement brésilien. Et volontaire. Et volontaire, bien sûr. On va parler justement de la manière de faire des affaires avec les Brésiliens. Et c'est d'abord Philippe Jouvelot, le président du groupe AXA au Brésil, qui nous en parle. Écoutez, au début, je disais qu'un Brésilien, c'est un Français gentil. La première impression que l'on a, c'est que le Brésilien, c'est quelqu'un qui est avenant, c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui va vous aider. Dans la rue, vous demandez où se trouve la pharmacie, il va vous accompagner jusqu'à la pharmacie. Le Brésilien est toujours extrêmement bienveillant, extrêmement gentil. Voilà, la gentillesse, gentilesse, fait partie de la culture brésilienne au quotidien. Alors ensuite, il faut passer cette étape de penser que le négoce va bien se faire simplement parce que les gens sont gentils avec vous. Il faut se rendre compte que le Brésilien, il va difficilement vous dire non. Mais c'est pas parce qu'il va pas vous dire non qu'il va vous dire oui. Voilà, donc travailler avec les Brésiliens, c'est d'abord beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, beaucoup de s'abstenir de toute arrogance, essayer de comprendre, se mettre à la place de l'autre. La grande chance que nous avons au Brésil, c'est que le Brésilien adore entreprendre, il adore faire des affaires, et il va toujours trouver le moyen de vous proposer quelque chose qui pourra satisfaire également votre intérêt. Le Brésilien adore ce qu'on appelle en anglais le win-win. Donc il adore faire en sorte que vous vous y retrouviez pour que lui-même s'y retrouve et que l'accord puisse être de longue durée. Donc c'est assez plaisant de faire des affaires au Brésil.
Alors, patience, humilité, tolérance. Brice Roquefeuille, vous êtes le consul général de France à Rio. Vous reconnaissez le portrait type des Brésiliens dans ce qui vient d'être décrit? Oui, absolument. Je crois qu'il faut. Le secret du succès au Brésil, c'est la persévérance, l'écoute, la ténacité. Il faut un petit peu absorber les qualités des Brésiliens, faire preuve de cordialité. Et je crois que le président d'AXA a très bien décrit la situation, mais en se mettant au diapason des Brésiliens, on arrive à faire de bonnes affaires. Et les entreprises françaises, il y a de nombreux success stories ici au Brésil. Florence Poznanski, il y a une particularité dans l'état d'esprit des habitants du Minas Gerais, encore plus? Alors on dit que les mineiros sont souvent très méfiants. Cette culture des montagnes, un peu comme ça. Bon, après, je pense que dans le travail, il y a des choses qui sont quand même... la culture brésilienne est une culture assez homogène sur la question de l'action du travail. Bon, effectivement, cette question du non, c'est quelque chose qui... Personne ne vous dira jamais non, mais il faut être capable de discerner le non dans le oui. Le vrai oui et le vrai et le faux oui, quoi. Et ça se passe surtout à travers quelque chose qui est un langage souvent non verbal. Donc, et ça, c'est vraiment une différence entre les deux cultures. La culture française est une culture du mot, de la langue, du langage. Et la culture brésilienne est une culture de la sensation, des gestes, du respect. Et donc ça, c'est cette grande différence qui va faire qu'on va comprendre si c'est un oui ou sur un non. Une dernière chose qui est effectivement dans cette ambiance un peu des success stories, c'est que là où, je pense en France, on a tendance parfois à vouloir aller préparer, planifier, etc. Au Brésil, on se trouve parfois dans des situations où même si on a peu de moyens, même si on ne sait pas trop, on y va quand même. Ou jeitinho brasileiro, ça c'est quelque chose qui est quelque chose d'important, très très important dans la culture brésilienne, cette espèce de jeitinho, c'est un peu cette petite façon où on ne sait pas trop, mais allez, on donne un petit coup de pouce et puis on y arrive quand même. Et parfois ça marche justement avec la motivation et l'engagement. Un dernier point quand même, je pense sur la question du travail en équipe. Au Brésil, il y a quand même beaucoup de problèmes sur la question de la formation professionnelle. Donc, on se trouve parfois avec des partenaires, des collaborateurs avec lesquels on ne peut pas forcément imposer un degré d'exigence. C'est important, et c'est important justement de savoir travailler avec les gens, avoir de la patience et ménager un peu son degré d'exigence dans la façon de travailler, ou proposer justement une formation professionnelle complémentaire qu'il n'y a pas forcément. Si je comprends bien, Charles Richelieu, il faut une grande adaptabilité quand on veut s'installer dans le Minas Gerais. Alors, dans le Minas Gerais et au Brésil. Enfin, moi, mon cabinet est mineiro de Souge. Mes associés sont mineiro. Et c'est peut-être plus facile pour moi de travailler avec des gens de Belo Horizonte que, par exemple, d'autres de mes associés qui sont carioca de Rio. Donc, on a peut-être une proximité culturelle un tantinet plus forte avec les mineiros. Au-delà de ça, le Brésil, quand même, pose un problème d'interculturalisme fort pour les Français. Moi, je vois depuis 15 ans que j'accompagne des entreprises françaises au Brésil, l'entrepreneur français revenir du Brésil avec toutes les étoiles du drapeau brésilien brillant dans ses yeux en disant « j'ai tout compris, j'ai tout vu, j'ai tout lu ». Et puis un échec programmé quasi immédiat. Parce qu'il y a quand même, au bout de ces 15 ans d'expérience, plus je me rapproche de cette ligne d'horizon brésilienne, plus elle me fuit. On est quand même formaté très différemment. Ce que disait Florence, c'est que nous, on dit toujours non, ils disent toujours oui. Il y a un moment où il faut qu'on se dise peut-être. Dans les négociations, ils ont une formatation intellectuelle circulaire. Nous, on est beaucoup plus linéaire. Ils signent tout de suite, ils négocient les conditions après. Nous, on veut maîtriser les conditions, on signe après, donc finalement, on ne signe pas. Donc, il y a une forte adaptabilité qui est nécessaire. Et je crois que c'est le travail qu'il faut faire en groupe, cette préparation à l'interculturalisme. Parce qu'on baisse beaucoup plus la garde quand on va au Brésil que si on allait s'implanter en Chine ou en Russie, par exemple. Et pourtant, on maîtrise, si je comprends bien, jamais vraiment la culture... Moi, de moins en moins. Des Brésiliens. C'est ça qui est intéressant d'entendre. On continue notre conversation dans un instant. À tout de suite.
Toujours sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, Denis Avronsart, on sent effectivement, comme en parlait tout à l'heure l'un des intervenants, une envie d'entreprendre chez les Brésiliens. Oui, c'est un pays de conquête depuis le départ et ce territoire a été conquis au cours des 5 siècles qui viennent de passer. Et donc il y a toujours cet esprit d'aller toujours plus loin et le Brésilien est confiant en l'avenir et a un optimisme, je dirais, forcené qui fait qu'il n'a aucun doute que toute action va porter ses fruits. Et en plus, la Providence aidant, puisqu'il y a une forte croyance en la Providence, eh bien, on peut se lancer sans peur. Et je pense que ça fait partie du caractère brésilien. Alors, on peut parler maintenant du potentiel économique de cet état du Minas Gerais. C'est un état porteur, on l'a dit tout à l'heure, on en est où par rapport au reste du Brésil ? C'est le 3e état économique du Brésil. Belo Horizonte reste néanmoins une ville de moyenne importance. Ceci étant, le gouverneur précédent avait déjà battu le pavé à travers le monde, et était venu notamment à Paris pour essayer de vendre son état et de mettre l'accent sur les start-up et les nouvelles technologies, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la San Pedro Valley, qui est aujourd'hui regardée avec intérêt par les entrepreneurs français. Qui sont eux aussi en pointe d'ailleurs sur les innovations. Sur ces domaines, start-up bien sûr. Oui. Françaises, donc on imagine qu'elles peuvent s'implanter sur place. Dans les secteurs d'activité, ce que disait Florence aussi, bien sûr les nouvelles technologies, mais aussi le gouvernement français met des groupes de travail de manière très prégnante sur ces domaines-là, qui sont notamment la ville durable. Là, on a une plus-value et Belo Horizonte est assez intéressé par ces projets de ville durable et tout ce qui s'ensuit dans la chaîne de production industrielle française. C'est un état dans lequel il vaut mieux choisir pour s'implanter, le Minas Gerais, par rapport aux autres? C'est un État qui a beaucoup d'intérêt, non seulement avec les ressources minières, mais les ressources agricoles qui sont très, très, très élevées, très intéressantes. Mais je voudrais dire quand même que c'est un État qui est en faillite. Il y a 3 États en faillite au Brésil, l'État de Rio, celui de Minas et celui du Rio Grande do Sul. Et on peut se demander si le gouvernement du Minas va supporter encore longtemps des projets qui ne portent pas des fruits fiscaux importants comme les nouvelles technologies, parce qu'il y a une politique depuis plusieurs décades de dumping fiscal à partir du Minas par rapport à Saint-Paul, qui fait que beaucoup d'entreprises s'installent au bord, à la frontière des 2 États pour profiter de ce dumping fiscal. Sauf que maintenant, les ressources fiscales manquent à l'État du Minas. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas eu un coup d'arrêt, un changement de stratégie au niveau du gouvernement. Sur les innovations, les startups. Oui, c'est possible. Je comprends cette lecture. Et effectivement, l'intervention de l'État n'est pas forcément le meilleur partenaire dans le cadre d'une perspective d'investissement. Après, bon, l'État reste quand même le 3e PIB au niveau national. Sur les 850 filiales d'entreprises françaises, on en a une centaine dans l'État du Minas. Donc, c'est pas pour rien que Brice Roquefeuille a rappelé l'importance de l'État dans cette intervention. Il y a l'Agence France Développement qui a un travail important, présent à l'AFD, notamment sur la question des énergies renouvelables. Un partenariat avec l'ADEME, l'Agence sur l'énergie en France, sur la question du plan climat. Donc, si on revient un peu sur ces questions-là, effectivement, il y a de quoi faire. Et vu l'ampleur du territoire, évidemment, la question de la logistique aussi est un élément central. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de quoi faire et les nouvelles technologies sont de toute façon un investissement d'avenir au niveau mondial. Alors, avant de faire son choix, quand on est un Français qui compte s'installer au Brésil, il y a évidemment la question de la qualité de vie, du mode de vie, du cadre qui est important. Écoutez, l'avis sur ce sujet d'Héloïse Delavenne, c'est une Française installée à Belo Horizonte. Bonjour Paris. Alors, les principaux attraits de ma ville, de Belo Horizonte. Moi, j'aime beaucoup. En fait, au début, j'étais un peu déçue de ne pas être à Rio, comme tout le monde, je pense. Bref, c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite. Le Brésil, c'est Rio. Mais Belo Horizonte, c'est finalement un très bon choix pour la qualité de vie, je trouve. Parce qu'il y a moins d'embouteillages. C'est une grande ville, 3 millions d'habitants. Donc il y a une bonne offre culturelle, de sorties, de théâtre, cinéma. Enfin, c'est agréable à ce niveau-là.
J'aime bien le climat aussi, je le trouve plus agréable que par exemple le climat de Rio. Hein, on est à 8 heures de route de Rio, mais on est dans les montagnes, on est à 1000 mètres d'altitude ici. Donc il fait plus frais, notamment la nuit. Et l'hiver est beaucoup plus frais, dans les 15 degrés, 20 degrés. Et ça reste très ensoleillé, c'est agréable. Et l'été, comme actuellement, il peut pleuvoir, donc ça peut refroidir un peu, mais sinon il fait très beau, chaud. Enfin, c'est agréable, un climat ensoleillé et pas trop humide, pas trop chaud, trop moite. Voilà. Florence Poznanski, c'est un climat qui vous convient aussi à vous? Oui, c'est vrai. En ce moment, il fait 35 degrés, donc nous, ici, on a un peu froid. Mais non, c'est vrai qu'il y a intéressant, il y a beaucoup d'éléments sur Belo Horizonte qui sont intéressants de les soulever. La sécurité, c'est une des villes les moins violentes du Brésil. Ouais. Il y a d'ailleurs une école de commerce qui s'est implantée ici, Schema, là-bas à Belo Horizonte, justement dans cet objectif-là, d'avoir un espace un peu tranquille pour éviter la mouvouk, comme on dit, le bazar désorganisé des autres capitales. Après, au niveau des coûts, du coût de la vie, c'est une ville beaucoup moins chère que Rio et São Paulo en termes de logement, etc. Donc, mis à part les transports publics qui ont une augmentation vertigineuse depuis les dernières années, on parle de 15% en plus par an. Donc ça, c'est malheureusement très difficile. Sur la question après de la vie culturelle, effectivement, il y a une certaine richesse culturelle qui peut s'apparenter à Rio ou São Paulo, parfois sur cette question des offres en termes d'exposition, propositions artistiques, etc. Ça, c'est vrai que c'est avantageux. Charles-Henri Chenu, les avantages de Belo Horizonte, d'après vous? Moi qui me partage entre 4 villes principales au Brésil pour... Vous avez vraiment des éléments de comparaison. Mes cabinets, mes implantations. Belo Horizonte, c'est certainement la ville la plus agréable de par le climat. Bien sûr, une absence d'embouteillages qui sont insupportables à São Paulo et qui deviennent insupportables à Rio. C'est vrai, une offre culturelle qui est aussi assez séduisante, peut-être parce que la ville est un peu plus petite, donc on appréhende un peu plus ce qu'il se passe. L'ouverture d'une salle de concert avec un orchestre philharmonique, une salle de concert absolument merveilleuse, une programmation qui se veut assez ambitieuse aussi. Donc il y a un mouvement. Donc je crois que c'est une ville assez agréable. Maintenant, les transports en commun sont chers. Ils sont finalement assez peu développés parce que le métro est suburbain. Nous, on a fait une étude intéressante entre les 4 villes, Brasilia, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, pour le coût de la vie entre les collaborateurs de notre cabinet. Belo Horizonte, finalement, sur les transports, la nourriture et l'habillement est à peu près similaire au reste. Là où ça devient beaucoup plus avantageux, c'est la location immobilière, les loyers. On est quasiment à 2 fois moins qu'à Rio et São Paulo. C'est pas négligeable sur le coût mensuel de vie. Hein. Oui, il y a aussi peut-être, Denis Ronsard, l'avantage d'avoir les montagnes, la nature à proximité. Voilà, c'est ce qu'il faut noter, c'est l'environnement de Belo Horizonte. C'est l'État de Minas Gerais, c'est un État qui a été très formaté par la colonisation du XVIIIe siècle, donc de très belles villes coloniales à voir, et également énormément de nature, et beaucoup de parcs nationaux sont implantés dans le Minas à quelques heures de route. Bon, sachant que les routes ne sont pas en très bon état dans le Minas, il ne faut pas penser qu'on y va très rapidement, mais tous les week-ends, on peut sortir évidemment de Belo Horizonte et aller voir autre chose. Donc pas de raison d'être déçu d'aller à Belo Horizonte plutôt qu'à Rio, comme le disait tout à l'heure Héloïse Delavenne, qui est la Française qui est installée là-bas. Bon, il manque la mer et la plage. Ouais. Donc, si on est sensible à ça, ça sera difficile. D'ailleurs, je pense que ça se voit beaucoup dans le profil des mineiros. C'est-à-dire qu'il y a cette absence de littoral, les rangs parfois un peu plus renfermés comme ça, mais ça reste un accueil très important. L'hospitalité au Minas Gerais, c'est quelque chose de central, parfois un peu suffocant, mais du coup qui a ce côté vraiment humain qui permet des belles histoires de vie et de rencontres. Et la nourriture qui est très bonne, qui vous fait prendre des kilos assez vite. Mais qui est meilleure qu'au Brésil, qui est totalement différente du reste du Brésil, mais qui, moi, je trouvais très bonne quand même. Exemple, qu'est-ce qu'on mange là-bas?
Ah bah on mange beaucoup de graisse, du porc, énormément de riz, énormément de choses frites. Et d'ailleurs, c'est ce qui se dit tout le temps, c'est que puisqu'il n'y a pas la mer au Brésil, il y a les bars et les restos et donc les bistrots. Voilà, donc on troque un endroit, un plaisir par un autre. Vous avez évoqué tout à l'heure très rapidement la question de la sécurité qui serait meilleure qu'ailleurs. Écoutez l'avis d'Eva Goda, qui est étudiante sur place. Belo Horizonte, j'ai une ville beaucoup plus sécurisée et organisée que Rio, donc je m'y sens bien et j'ai pas peur de me balader toute seule et je me sens pas vraiment en danger. Après, je pense qu'il faut quand même respecter et connaître les codes de sécurité ici, du style éviter les endroits dangereux, éviter de se balader seul et encore moins la nuit. Ce qui me change le plus par rapport à mon quotidien en France, c'est de toujours faire attention avec mon téléphone par exemple, ou d'essayer de sortir avec le moins de choses possible sur moi. David Avansart, ça c'est un conseil qu'on peut donner quelle que soit la ville où on va au Brésil, oui, l'insécurité, si on veut en parler au Brésil, elle est partout. Ouais. Et dans l'état de Minas, et en particulier à Belo Horizonte, elle est en forte croissance ces dernières années. Il y a une attaque, disons un vol à la tire toutes les 10 minutes dans la ville de Belo Horizonte. Et pourtant, c'est une des villes les plus Et pourtant, c'est une ville les plus sécures. Alors après, comme le disait la jeune étudiante, c'est un sentiment que l'on a de sécurité ou non. Et ça, c'est très personnel. Il suffit que vous soyez agressé une fois pour vous sentir très mal et en insécurité. Donc il y a des faits et puis après il y a le sentiment que l'on a de sécurité ou non. Ce que l'on voit au Brésil, c'est qu'il y a évidemment beaucoup d'insécurité, mais on ne voit pas de policiers dans la rue. Et ça peut être un piège de se dire il n'y a pas de policiers donc c'est sécure. Et justement se faire attaquer à cet endroit-là. Donc il faut être vigilant, mais faire une balance entre le confort de la vie personnelle et le risque. Et ça, chaque individu le fait. Charles-Henri Chenu, quel conseil vous donnez sur ça, sur la sécurité à vos collaborateurs implantés sur place ? Eux, moi, ils sont tous brésiliens, donc ils savent dans quel bain ils trempent. Maintenant, il faut garder des codes comportementaux très, très clairs, très nets. Belo Horizonte est une ville effectivement moins dangereuse que d'autres, mais il y a une recrudescence de la violence. Moi, je l'ai constaté au sein des gens qui travaillent chez moi à Belo Horizonte. Il y a eu plus d'attaques qu'avant. Il y a aussi, quand on sort le soir et que la nuit tombe, ça n'existait pas il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, une attention particulière avec des taxis qu'on envoie pour nos collaborateurs. Voilà, ça n'existait pas avant. Ça prend, mais c'est dû aussi au phénomène de l'appauvrissement de la population locale. Voilà, tout est assez intimement lié. Pour s'implanter, on va clore ce sujet parce qu'il faut qu'on nous reste très peu de temps et qu'on parle un peu quand même de l'éducation parce que c'est important quand on envisage de s'implanter dans un pays étranger comme le Brésil avec des enfants. Écoutez, sur ce point, l'attachée de coopération pour le français, Sandrine Diesel, sur le réseau de lycées dans le pays. Donc la circonscription de Niterói est une circonscription très intéressante. Donc c'est une ville qui est située de l'autre côté de la baie de Guanabara, donc en face de la ville de Rio. Et c'est une ville qui réunit les principaux partenaires publics autour de l'enseignement du français. Donc on a par exemple le réseau municipal de Niterói qui a implanté le français dans 7 écoles. Ce qui concerne pas moins de 3000 élèves entre 6 et 12 ans donc, qui apprennent le français. On a un prolongement au niveau du lycée avec un lycée bilingue, le premier lycée bilingue à obtenir le label France Éducation donné par l'AEFE et le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est un label qui montre l'excellence de l'enseignement bilingue. Voilà. Et troisième partenaire important à Niterói, l'université Fluminense, fédérale cette fois-ci, donc qui relève du gouvernement fédéral de Brasilia, qui a un département de français et qui offre des cours de français. Donc tout se situe au niveau du réseau public et ce réseau public assez récent, je parle en l'occurrence du lycée Estadual et des écoles, se structure petit à petit pour essayer de proposer un parcours cohérent et une offre de langue très intéressante et assez innovante à un moment où justement l'enseignement des langues vise à être réduit au Brésil à l'enseignement de l'anglais. Florence Poznanski, le réseau d'éducation pour les Français n'est pas encore très développé à Belo Horizonte. Non.
Non, il n'y a pas d'établissement français à Belo Horizonte. Donc, si vous voulez mettre, vous avez des enfants, vous pouvez les mettre alors à la Fondação Torino, qui est donc l'école italienne. Vous avez l'école américaine et une école primaire canadienne. Après, vous avez un choix de différents types d'écoles brésiliennes avec la possibilité de coupler avec des programmes d'alliance française. Il y a un programme qui est intéressant, qui n'existe pas encore à Belo Horizonte, mais qui pourrait être mis en place, c'est le concept FLAM, français langue maternelle, qui en fait permettrait, avec des parents motivés, de proposer des enseignements spécifiques pour que les enfants ne perdent pas leur contact avec leur langue maternelle. Et alors, donc Sandrine l'a parlé ici du partenariat de la langue française qu'ils ont fait à Rio. Et il y a un projet à mettre en place avec une école publique aussi à Belo Horizonte, mais je pense que ça va mettre encore plusieurs années avant de se mettre en place. Charles Richelieu, il y a aussi une particularité dans le calendrier scolaire sur place. Oui. Oui, parce que c'est inversé. Il est inversé. Ah oui, il est inversé. Enfin, comme les saisons, voilà. Oui, on est de l'autre côté. Oui, il y a... Comme ça, le 15 janvier. C'est pas une surprise particulière. Ça au Brésil. Non, ce que je voulais dire sur l'éducation, c'est que le problème des lycées français, c'est qu'on a un très beau réseau, mais qu'il est quand même fortement centralisé. Ouais. Et l'exemple de Belo Horizonte est tout à fait caractéristique, c'est-à-dire qu'on sort des grandes métropoles que sont Rio et São Paulo, ou Brasilia, et Belo Horizonte n'a pas de lycée français. Donc il faut trouver une alternance qui pourrait être, comme Florence l'a dit, développer le système FLAM, renforcer aussi le système d'apprentissage par Internet à distance. Puis je voudrais souligner le projet pilote Monde qui se déroule à Rio entre TV5 Monde et l'Alliance française, qui permettrait, avec la numérisation et la mise sur Internet de TV5 Monde, d'avoir un apprentissage plus moderne et dispensé à tout le monde pour une somme quasiment modique du français via le média TV5 Monde et sur l'appui du réseau des Alliances françaises, qui là permettrait d'embrasser plus largement un public de francophones et francophiles. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Charles-Henri Chenu, Florence Poznański, David Avronsart. Merci d'ailleurs aussi à Brice Roquefeuille, le consul général de France à Rio, qui était avec nous par Skype. La suite des 24 heures chrono internationales, c'est dans un instant avec la ville de Port-Louis, l'île Maurice.